Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Le chef de l'État a présidé les travaux de la 4e séance du Conseil des ministres. Au Nouvel Mondial, Antonio Guterres souhaite voir le Conseil de sécurité parler d'une seule voix pour Gaza. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal au complet. Je vous le disais dans le titre, le chef de l'État a présidé aujourd'hui, mardi 20 février 2024, la 4e séance du Conseil des ministres. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Voici le rapport avec le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, s'est tenue la 4e séance du Conseil des ministres en ce mardi 20 février 2024. Il est inscrite à l'ordre du jour 4 questions. La première question est une présentation faite par la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité devant le Conseil. Il s'agissait de faire le point sur les actions entreprises dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité. Les objectifs étant de mettre en avant les priorités stratégiques du gouvernement en matière de politique de lutte contre la pauvreté et de promotion de la solidarité nationale, et ce, conformément à la vision 2035 qui place au cœur de son intervention le bien-être, le progrès social et l'amélioration des conditions de vie des Djiboutiens. Le gouvernement s'efforce de faire de la pédagogie autour des programmes de solidarité, des activités et les réalisations dans le domaine social. Du 29 janvier au 11 février 2024, le président de la République a lancé la Semaine de la solidarité et le ministère des Affaires sociales a présenté lors de cet événement les réalisations concrètes de cette politique sociale. L'un des principaux axes de cette action reste l'autonomisation des ménages vulnérables et plus particulièrement au profit des femmes et des jeunes filles. La seconde activité de la Semaine nationale de la solidarité s'est tenue au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes le mercredi 31 janvier 2024. Par ailleurs, les 5 régions de l'intérieur ont vu l'arrivée des caravanes sociales parties à la rencontre des populations dans au moins 11 localités. Concrètement, la ministre des Affaires sociales a fait les annonces suivantes. D'abord, un soutien financier aux agences des voiries des chefs-lieux à hauteur de 5 millions de francs djibouti, un soutien financier aux coopératives des femmes actives dans le ramassage des déchets dans les 5 chefs-lieux dans les régions de l'intérieur pour un montant de 1 800 000 francs djibouti, la pose de la première pierre des futurs locaux des guichets sociaux et stocks alimentaires de proximité dans les chefs-lieux des 5 régions, un appui financier pour les caisses rurales d'épargne et de crédit dans les localités à hauteur de 1 200 000 francs djibouti, ainsi qu'un appui financier pour les caisses communautaires des localités d'un montant de 500 000 francs djibouti. Le deuxième axe concerne les doléances formulées dans le domaine des filets sociaux et le développement social par nos populations. Le troisième axe portait sur donc ces doléances. L'eau et sa disponibilité en était une, l'électricité rurale, l'éducation, le transport, les structures sportives, les structures en matière de culture, construction, de CDC, etc., etc. La deuxième question était relative donc au projet de loi portant donc prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La corruption est l'une des plus graves entraves au développement économique et social. La République de Djibouti a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption le 8 février 2005. Ce projet de loi vise à compléter l'arsenal juridique existant en matière de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Il s'agit de doter notre pays de nouvelles dispositions législatives pour lutter plus efficacement contre ce fléau qui constitue un frein à tout développement économique et social. L'apport du présent projet de loi est multiple et notamment la Commission nationale assure la coordination des activités des entités intervenant dans la lutte contre la corruption, un comité de coordination des entités de prévention et de lutte contre la corruption est créé. Ce projet de loi met en place un mécanisme d'évaluation qui va permettre à la Commission nationale de suivre et de vérifier le niveau d'implication des entités publiques et privées et leur engagement dans la lutte contre ce fléau. On écoute la suite de ce rapport de cette 4e séance du Conseil des ministres où plusieurs projets de loi ont été approuvés, toujours avec le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. La troisième question concerne un projet de loi portant organisation et fonctionnement des organisations de la société civile de Djibouti.
L'élaboration de ce projet de loi marque une avancée significative dans l'instauration d'un cadre juridique adapté à la participation active et responsable de la société civile dans le développement de notre pays. Il définit les attributions et les obligations des organisations de la société civile et ce projet de loi contribue à clarifier le paysage juridique et à promouvoir la transparence et la responsabilité au sein de ces entités. Le présent projet de loi vise à encadrer et à réglementer les activités des organisations de la société civile en mettant l'accent sur leur caractère non lucratif, leur contribution au développement durable, à la vie démocratique et aux droits humains. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain au profit de la Fédération djiboutienne de football. Ce projet d'arrêté a pour objet l'attribution donc à la fédération de cette parcelle qui est donc localisée à Dikil et d'une superficie de 2 hectares. Elle est destinée à l'implantation d'un complexe sportif. Communiqué à présent, le ministère du Commerce et du Tourisme rappelle aux importateurs de volailles congelées et des œufs que toute importation de dits produits doit faire l'objet au préalable d'une autorisation délivrée par la Direction du Commerce intérieur avant mise à la consommation. À cet effet, le ministère exhorte les commerçants à plus de responsabilité au respect des prix conformément à la réglementation commerciale en vigueur. Autre actualité nationale, un atelier de réflexion et d'échange sur les résultats du projet DEGRA a été organisé dimanche 18 février 2024 au CFF. Ce projet qui vise le renforcement des performances en lecture des élèves de l'enseignement de base de la première et à la 5e année a été mis en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en partenariat avec l'USAID et l'organisation internationale FHI 360. Plusieurs personnalités du MENFOP, de l'USAID et du FHI ont participé à cet atelier de réflexion, notamment le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, la représentante de l'USAID, Mme Saad Abdullahi, le chef de projet FHI 360, M. Fred Kassongo, d'autres représentants de l'USAID, de l'UNFD et de la société civile, ainsi que des experts. Les inspecteurs ont également assisté à cet atelier dont l'objectif principal était de partager avec la communauté éducative de Djibouti les résultats positifs de DEGRA obtenus après 5 années de mise en œuvre. Au cours de cet atelier, les différents intervenants ont présenté les résultats du projet en mettant en lumière les progrès réalisés, les leçons tirées ainsi que les défis rencontrés. Les intervenants ont également souligné le rôle capital du ministère dans la réalisation et l'évaluation du projet DEGRA. Les différents acteurs impliqués ont eu également l'occasion de partager leur expérience et de formuler des recommandations stratégiques pour une meilleure atteinte des objectifs du projet. À la fin de l'atelier, les différents acteurs sont convenus pour la période restante de poursuivre leurs efforts communs afin de surmonter les difficultés rencontrées et pérenniser également ce projet qui a fait ses preuves. On écoute à présent la réaction de la représentante de l'USAID. Que le projet DEGRA était quand même un projet conçu en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et mis en œuvre aussi en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. La réussite aujourd'hui et les résultats positifs dont nous allons parler vraiment sont basés sur cette collaboration effective. Les points focaux du ministère ont été vraiment impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Et c'est pour ça que nous enregistrons cette réussite. Je voudrais aussi souligner le fait que le projet DEGRA, quand même, est un projet qui a apporté beaucoup d'innovations, de bonnes pratiques, qui pourraient se perpétuer même après DEGRA. Notamment, je voudrais citer très rapidement quelques-unes. Je pense à l'approche communicative que l'on utilise dans les classes pour apprendre les enfants à lire, qui est basée sur l'expression orale, en utilisant le Big Book. Je pense à la création du pool, c'est-à-dire des formateurs, afin de permettre à tous les enseignants de la capitale, que ce soit à Djibouti ou dans la région, de pouvoir bénéficier des formations. Je pense
comment dirais-je, au dashboard et, comment dirais-je, à la supervision qui a été renforcée par le projet. Et il faudrait savoir que le projet a été aussi prolongé de 7 mois. C'est pas la fin, il nous reste encore des résultats à atteindre et on va encore travailler dans ce sens-là. Dans son intervention, le secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mayoub, a exprimé ses vifs remerciements aux participants et a rappelé le contexte de la mise en place de ce projet qui répond explicitement aux besoins du MENFOP dans le domaine de la lecture. Aujourd'hui, au bout de quelques années, donc de 4 ans de mise en œuvre, ou presque 5 ans, donc nous sommes très satisfaits des résultats obtenus. Et ces résultats sont dus donc, au travail acharné de toutes les entités du ministère, mais également aussi de FHI, qui est l'agence de mise en œuvre, et USAID qui accompagne donc FHI, mais également le ministère. Nous avons non seulement développé un projet qui a produit des résultats, mais nous avons également développé une approche qui est maintenant généralisée dans la conception des projets avec USAID, mais également aussi avec les autres partenaires, c'est-à-dire donc la co-construction des projets qui concernent les ministères, ce qui permet une appropriation des objectifs, mais également des résultats et des indicateurs de ces projets. Donc, c'est une approche qui est maintenant mise en œuvre dans presque tous les projets et nous sommes vraiment satisfaits de cela. DEGRA avait un objectif quand même central puisque l'amélioration de la lecture permet également aussi la maîtrise des autres disciplines puisque le français est le médium d'enseignement. Et donc, au-delà de l'apprentissage de la lecture, nous espérons aussi pouvoir capitaliser ces résultats sur les autres disciplines. Donc, je ne vais pas être très long. Je voudrais remercier et féliciter tous les acteurs de ce projet. À notre communiqué de ce journal, le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf annonce l'ouverture des inscriptions pour le Hajj pour les personnes retenues au tirage au sort. Lieu d'inscription, direction des affaires musulmanes, frais du Hajj 2024 est de 773 000 par personne, incluant le billet d'avion. Les documents requis pour l'inscription du passeport original, carnet jaune et une photo en couleur de fond blanc. Les dates d'inscription et le pèlerin doit se présenter à la direction des affaires musulmanes selon les dates suivantes. Au premier et troisième arrondissement, le 25 février 2024. Le deuxième arrondissement, 26 février 2024. Le quatrième arrondissement, 27 février 2024. Le 5e arrondissement, le 28 février. Alisabié, Dikil et Arta, le 29 février. Tadjoura et Obok, le 3 mars 2024. Dans l'actualité à présent, en présence de l'ambassadeur du serviteur de deux saintes mosquées à Djibouti, Faisal Ben Sultan El-Qabani, l'Institut islamique de Djibouti a organisé ce mardi matin une réunion scientifique intitulée « Les efforts du Royaume d'Arabie Saoudite dans l'enseignement de la langue arabe dans la Corne de l'Afrique, l'université Imam comme modèle ». Le directeur de l'Institut islamique de Djibouti, un groupe d'éminents universitaires du pays, diplômés de l'Institut et un large public de personnes intéressées par ce sujet ont participé à ce symposium. Un symposium qui comprenait diverses sessions scientifiques, des discussions constructives et fructueuses, mais aussi des interventions. Le directeur de l'Institut, le docteur Salah Al-Shehri, a déclaré dans un discours prononcé lors de cette réunion que le Royaume d'Arabie Saoudite est à l'avant-garde des pays arabes qui accordent une grande attention au service de la langue du Coran. La langue arabe et sa diffusion dans le monde entier, cela est clairement évident dans les universités saoudiennes qui ont ouvert leurs portes aux enfants des musulmans. Depuis sa création, l'Institut a continué à évoluer, adaptant ses programmes pour répondre aux besoins éducatifs et sociaux de la communauté djiboutienne. Il est devenu un centre d'excellence dans l'étude de l'islam et a contribué de manière significative à la diffusion et à la préservation de la culture arabo-islamique à Djibouti. Fait divers de ce journal, toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les produits illicites, les équipes mobiles des douanes et de la police nationale du 3e arrondissement ont intercepté une saisie de produits contrebande dans l'après-midi du 19 février 2024.
Ces derniers ont intercepté 8 colis de 4 de 120 paquets. La saisie a été suivie d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés, affirmant ainsi la détermination du pays à éradiquer ce fléau d'une manière décisive. La contrebande de 4 en particulier représente une menace pour l'économie. Les agents de la douane et de la police nationale travaillent d'arrache-pied ensemble pour démanteler ce réseau illicite. Dans notre grand format de ce journal, nous allons aujourd'hui vous faire découvrir Médého. علي والولد أفلي علي وحيصير اللي معي عقوله ويرت علي عقول لما بلمعم أيتي هب الودلون أيتي هب الودلون عقول لما بلمعم أيتي هب الودلون أيتي هب الودلون. Situé à 40 km de la ville de Bok, il faut emprunter une piste à partir d'Orobor pour découvrir un paysage complètement différent. Après un parcours assez laborieux, une piste difficilement praticable, on arrive à Médého. Très vite, on est saisi par son paysage, ses cris d'oiseaux et ses milliers de bovins et ovins. Le paysage de Médého et des montagnes de Mabla est un mélange de beauté et de culture locale. Les montagnes forment une chaîne escarpée qui s'élève jusqu'à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Elles sont couvertes de végétaux abondants, notamment des forêts de pins, des acacias, des diversités incroyables. Des vallées sont parsemées de villages traditionnels, mais Médého est caractérisé par ces contrastes. Les montagnes. Le paysage de Médého est un endroit idéal pour les randonnées, le camping et l'observation des oiseaux. علي والولد أفلي علي وحيصير اللي معي عقوله ويرت علي عقول لما بلمعم. Les montagnes offrent des sentiers de randonnée à tous les niveaux, des difficultés, avec des vues imprenables sur la vallée. Les villages sont des endroits parfaits pour découvrir la culture locale et goûter à la cuisine traditionnelle, comme cette préparation à base de blé goûté avec de vaches de lait transformées traditionnellement en yaourt nature. Médého bénéficie d'un climat doux et agréable toute l'année. Son altitude et sa proximité aux montagnes assurent des températures oscillant entre 20 à 30 degrés, même pendant les mois les plus chauds. Cette localité a toujours été réputée pour ses vaches, son lait en abondance, en plus de celui du chamel. Médého, ce sont quelques 500 âmes, son école, sa cantine, son centre de santé et sa mosquée. Un ensemble qui a permis au village de garder ses habitants malgré quelques difficultés liées à l'eau, malgré les efforts de la DDS qui a mis en place 4 puits et dont font part ces derniers tout en exprimant leur reconnaissance quant aux différents projets qui ont été réalisés dans les localités. Médého est situé au cœur du Grand Mabla. Nous ne manquons pas de médicaments dans les centres de santé et les infirmiers sont là aussi. Les enseignants sont là et nos enfants vont à l'école et sont nourris à la cantine et ce qui nous manque c'est un forage. Dans la vie, on ne peut avoir tout ce qu'on veut tout de suite, mais ça viendra. La majorité des personnes originaires de Médého viennent passer leurs vacances ici. Profiter de la nature, se reposer tout en conservant leurs liens étroits avec les communautés.
Je suis née ici et je suis venue passer mes vacances parce qu'on a le montagne, un climat doux. Tout est là pour développer le tourisme, l'environnement et l'agriculture. Nous avons le réseau 4G aussi. Maintenant, nous voulons produire du fromage. Nous avons le local et le réfrigérateur. Il nous manque juste des machines. Nous remercions le préfet d'Obok pour son appui. Loin des circuits touristiques habituels, Médéro offre une expérience authentique et hors du temps. C'est l'endroit idéal pour se déconnecter, se ressourcer et découvrir la beauté cachée de Djibouti. À Médéro, la communauté s'organise pour avoir des activités communes. C'est le cas de ce jardin communautaire qui exerce dans le maraîchage. On y trouve aussi des oignons, des basiliques, betteraves, du gombo ou encore de la pastèque. L'association s'essaye même à la plantation de Baharzaf qui semble plutôt bien adaptée à son nouvel environnement. Autre activité en commun dans ce même jardin, la mise en place d'un poulailler. En peu de temps, ce poulailler s'est très vite développé. Ainsi, cette organisation qui offre exclusivement au milieu rural a plusieurs réalisations à son actif. Pour ne citer que quelques exemples. Dada Lapito a pu mener la construction de 4 citernes enterrées à Sadaï, des jardins maraîchers dans cette même localité, mais aussi à Wadi, Taaka ou encore à Hedley. 3 mosquées et à Rur, incluant également à Madrasa, un centre d'enseignement coranique et islamique. Sport à présent, dans le cadre de la campagne de détection des jeunes talents, une équipe de techniciens se sont déplacés à Arta, ville où en premier lieu, ils ont eu l'occasion de rencontrer et discuter avec le préfet de la région d'Arta, M. Hassan El-Daveli. Après les présentations des tenants et aboutissants de la campagne pour la délégation de la fédération, le préfet de la région, grand passionné de football, a tenu à féliciter la fédération pour ses actions et plus particulièrement pour cette campagne nationale. Il a également souligné son soutien et son engagement dans cette nouvelle démarche que la fédération djiboutienne de football vient de lancer. Après la rencontre, le préfet d'Arta, M. Hassan Daveli, donnèrent le coup d'envoi de l'opération de détection pour la région d'Arta, initiative qui a vu la participation de plus de 200 jeunes nés entre 2011 et 2012. Sur notre projet de détection, on a vraiment la chance d'avoir le président de la fédération qui a été très acteur et moteur au niveau international, puisqu'il faut savoir qu'en Afrique, Djibouti est le 4e pays à bénéficier d'une aide de la FIFA et la venue d'un talent de coach sur la fédération. Et c'est vraiment une chance qu'a la fédération de pouvoir, dans un projet à long terme de formation, d'avoir une politique à mener sur tout le pays, et ça c'est vraiment exceptionnel, pour faire en sorte de donner la chance à tous les talents du pays d'accéder à l'académie. Et ceux qu'on aura observés dans les régions, qui n'auront pas forcément la chance d'accéder à l'académie, puisque les places sont limitées, l'équipe de détection du pays va continuer à faire des entraînements régulièrement dans les régions pour développer de manière globale toute la formation des jeunes et de manière durable. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans les titres, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a indiqué qu'il souhaitait voir le Conseil de sécurité de l'ONU pour parler d'une seule voix pour la bande de Gaza. Le porte-parole onusien a ajouté que Antonio Guterres souhaite voir le Conseil de sécurité parler d'une seule voix sur cette question qui représente en soi un défi. Le président du Brésil, Lula da Silva, a décidé de rappeler son ambassadeur en Israël, Frederico Meyer. Cette mesure intervient après que le dirigeant brésilien a été déclaré persona non grata en Israël pour ses propos comparant la guerre qui sévit dans la bande de Gaza à la Shoah.
Depuis le 7 octobre 2023, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza au 136e jour du conflit. Le bilan des victimes s'est alourdi à plus de 29 000 morts et plus de 69 000 blessés, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le conflit a provoqué en outre des destructions massives d'infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent, selon l'ONU. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.